Fait du Prime Weekend sur MyMedia Prime Télévision. On démarre avec plusieurs minutes de retard. Vous savez pourquoi. Il pleut abondamment depuis la nuit, j'imagine sur Douala déjà, mais aussi sur tout le Cameroun. Mais on a tenu à être là. C'est d'ailleurs l'une des rares matinales en télévision au Cameroun le samedi matin à pouvoir répondre à vos préoccupations, à vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort également. On a des tasses de café bien chaudes, bien dosées, sans sucre, mais avec sucre pour certains également. Alors, ça tombe très bien. On parlera bien évidemment de climat et de météo ce matin avec le prévisionniste de ces choses-là dans la région. Il s'agit bien sûr de Serge Mpele Onana, qui est le responsable des services de la météo dans la région du littoral. Il est donc cadre au ministère des Transports. Avec lui, puisque son travail un tout petit peu et d'observer le ciel à l'aide des logiciels surpuissants et d'analyser purement et scientifiquement tout ce qui peut arriver. Et donc avec lui aujourd'hui, on va essayer de faire une petite carte météo un peu, vous dire ce qui va se passer tout au long de cette journée et des mois à venir, parce que le bulletin météo qu'on a présenté il y a quelques semaines nous annonçait bien évidemment que ça allait être difficile. Il doit y avoir beaucoup de pluie en ce mois de juillet, août et septembre, avec bien évidemment des conséquences que vous imaginez. On a déjà vu cette semaine des inondations et des glissements de terrain dans certaines parties du Cameroun. On en parle. Il y a également bien d'autres sujets qu'on évoquera avec vous dans cette émission. On va commencer tout de suite donc avec nos invités qui sont là. Ben Adjali, bonjour. Bonjour Roland Maker. Vous êtes bon pied, bon oeil encore ce matin? Tout à fait, bien que je ne sois pas... Bien que vous ayez les pieds dans l'eau. C'est vrai que je ne suis pas pluviophile. Ouais. Voilà, et on fait avec. C'est-à-dire quoi, vous n'aimez pas la pluie? Non, ça dit que j'aime la... Ah, je n'aime pas la pluie. D'accord. Je n'aime pas la pluie, surtout dans ces conditions-là. Ouais. Elle a sa place, mais dans ces conditions, quand il pleut, n'est-ce pas, toute la nuit jusqu'au matin, ça entrave beaucoup d'activités. Merci d'être là. Belle fin de semaine à vous et bon début de week-end. Hein. Merci d'être là. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Roland. Merci d'être là. Alors, on l'a fait finalement aujourd'hui. Oui, on l'a fait. Et sous la pluie encore. Et sous la pluie une fois de plus. Parce que le premier rendez-vous, l'émission s'était passée sous la pluie. Tout à fait. Si déterminé, on a dit, on le fait. Exactement, et je souhaite d'entrée de jeu vous remercier d'avoir porté un intérêt à la météorologie. Nous sommes très ravis d'être là pour édifier l'opinion sur la situation météorologique et climatologique de la ville de Douala et surtout sur les mesures urgentes qu'il faille prendre pour mettre à l'abri les populations et les biens. C'est d'ailleurs une volonté manifeste et à laquelle notre hiérarchie, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibert, accorde une attention particulière et voudrait que les services de la météorologie sur l'ensemble du territoire, pas seulement dans la région du littoral, soient de plus en plus proches des décideurs et également proches des populations en leur fournissant des informations météorologiques de qualité, à travers donc justement toutes les dispositions technologiques qu'il n'a de cesse de mettre en place. Vous avez entendu parler de ce mémorandum d'accord avec le Maroc qu'il a signé le 18 juillet dernier en matière donc de météorologie, de prévision météorologie et climatologie pour, n'est-ce pas, offrir l'information dont les décideurs ont besoin pour agir en amont afin d'éviter des dégâts matériels, humains, dont on n'a pas besoin dans la marche de notre économie vers l'émergence. D'accord. Je dois rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que la météo, le bulletin météo est disponible depuis quelques mois et qui nous indiquait, qui nous renseignait à suffisance que les pluies allaient être vraiment intenses en ce mois de juillet. Mais on a observé quand même que toute la première moitié du mois de juillet était ensoleillée.
pas de pluie. Effectivement. La météo vous a zappé un peu? Non, pas du tout. Vous savez, nous avons de l'expérience dans ce domaine. Je dois préciser que je suis à ma 6e année comme responsable régional de la météorologie. Et notre rôle, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu dans cette émission, c'est d'observer le temps. Et lorsque vous observez quelqu'un pendant longtemps, Monsieur Roland, vous pouvez imaginer comment il peut se comporter dans le futur. C'est la même chose avec les phénomènes météorologiques. Figurez-vous que la ville de Douala, c'est quand même 3000 mm de quantité d'eau en moyenne par an. Il pleut beaucoup à Douala. Exactement. J'ai coutume de dire que c'est un pôle pluviométrique par excellence. Et vous avez 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison sèche. Et dans les 9 mois de saison de pluie, vous avez 6 mois de grande saison de pluie, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et on observe ces dernières années que le début même du mois de novembre est concerné par cette situation. Et figurez-vous que du mois de juin au mois de septembre, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre, nous avons 80% de pluie, n'est-ce pas, que cette période enregistre. Ça signifie simplement que pendant cette période, les quantités de pluie sont excessives. Il peut arriver des retards, comme on l'a observé dans la deuxième décade, comme vous l'avez fait remarquer, du mois de juillet, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on est sorti de la situation à laquelle on est généralement habitué. Donc nous autres qui connaissons un peu et qui observons le climat de la ville de Douala depuis des années, on savait très bien que derrière ce retard allait surgir des pluies torrentielles, n'est-ce pas, avec des risques importants de catastrophes, comme vous l'avez fait remarquer. Donc, ça ne nous a pas du tout inquiété. Nous avons d'ailleurs, dans plusieurs organes de presse de la place, indiqué qu'il ne fallait pas se laisser distraire. Vous êtes d'ailleurs la star des, des médias. Qu'il ne fallait pas se laisser distraire par ce temps mort, mais qu'il fallait rester en alerte, notamment les services en charge de la protection civile et bien entendu la communauté urbaine de Douala et les autres communautés urbaines dont les autres collectivités territoriales décentralisées de notre région, notamment celle d'EDEA également, parce qu'il faut dire que dans la région du littoral, il y a EDEA et Douala qui sont les plus exposés à cette situation climatique. Donc, nous avons pris le temps d'alerter à travers donc les prévisions saisonnières de la direction de la météorologie nationale et nous avons par là contribué à la note de service du préfet du département du Vouri qui a pris ses responsabilités en tant que garant de la protection des personnes et des biens et dans une note donc du 3 juillet dernier a mis en garde les populations contre les risques importants de glissement de terrain, d'éboulements, d'inondations. Pour que les uns et les autres se mettent à l'abri pour éviter d'être victimes de ces phénomènes dangereux de la nature. Alors, on va en reparler. On parlera également aussi, on dira un petit mot sur comment est-ce que Météo Cameroun est en train de se préparer un peu pour s'adapter au réchauffement climatique. On en parlera aussi dans cette émission. Mais commençons, avec plaisir, Roland. Commençons tout de suite, chers téléspectateurs, par la tradition. Dans cette émission, on commence par l'image de la semaine. On va aller au pas de course ce week-end parce que finalement, on n'a pas commencé à temps. Alors, l'image de la semaine, vous l'avez à l'écran. Pour ceux qui nous prennent à l'instant, l'image de la semaine, c'est une image virale que vous avez peut-être reçue dans vos téléphones portables tout le long de la semaine et on peut en tirer des enseignements sur cette question-là. Alors, là, on est à l'hôpital de Limbé, une salle d'hospitalisation dans les eaux, suite donc aux inondations qui ont touché plusieurs quartiers de la ville de Limbé cette semaine. Il y a eu même quelques morts, on en reparlera tout à l'heure. Alors, cette vidéo choquante donc de l'eau qui est entrée même dans la salle des malades témoignent de la furie des eaux. Ces patients partis se soigner se retrouvent finalement en insécurité dans une salle d'hospitalisation. Une belle interpellation pour les pouvoirs publics, Ben Adjali. Oui, tout à fait. J'allais rebondir à la suite, n'est-ce pas, du responsable météo littoral, là, pour dire en réalité,
la météo ne fait qu'annoncer, hein. Ce sont des prévisions, c'est pas eux qui fabriquent la pluie. Exactement. Donc, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, penser que ce sont des sorciers en fonction, n'est-ce pas, des instruments mis à leur disposition qui seront d'ailleurs renforcés. Il a d'ailleurs relevé tout à l'heure, grâce, n'est-ce pas, à la coopération entre le Cameroun et le Maroc. Quand j'ai dit cela, je veux dire que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la protection civile, il n'y a pas que la météo, il y a, n'est-ce pas, des ministères, n'est-ce pas, transversaux. Vous voyez, moi je m'attendais par exemple à ce qu'on se serait attendu à ce que ce soit Idenao qui a plus de 3500 mm cubes d'eau, et non tout de suite Limbé. Ça signifie qu'il faut aussi, n'est-ce pas, des travaux d'accompagnement. Il faut drainer les villes. Il y a l'urbanisme qui intervient. Parce qu'il y a des villes où il va vraiment pleuvoir, mais on n'aura pas les mêmes conséquences par rapport, n'est-ce pas, aux inondations, au glissement de terrain, aux éboulements. Donc, je dis, ce qui arrive là à Libé, c'est regrettable que cela soit arrivé, pas seulement à Libé, au sud-ouest. Le sud-ouest aussi est dans la... Ces eaux peuvent laisser le choléra dans cet hôpital. Tout à fait. Donc, il va pleuvoir, c'est vrai, mais prenons des dispositions les communautés urbaines, elles sont là, les communes d'arrondissement, il y a tout un ministère, n'est-ce pas, pour le développement urbain, je pense. Voilà, à certains moments, on a l'impression qu'on se marche sur les plates-bandes. Alors, qu'on prenne donc des dispositions de manière à ce que la sensibilisation des populations également, comme le préfet l'a d'ailleurs relevé dans son communiqué du 3 juillet courant. Donc, cette synergie d'énergie, n'est-ce pas, de contingence, devrait faire en sorte qu'on fasse quand même face à ces inondations qui arrivent et qu'il y ait moins de catastrophes. Totalement hallucinant, ces images. Oui, totalement hallucinant et ça fait très mal, Roland, de vivre encore ce type d'événement. Alors que au niveau de la direction de la météorologie nationale du ministère des Transports, nous communiquons suffisamment et puisque nous sommes dans le sud-ouest, nous avons également là-bas un service de la météorologie, un service régional. Nous avons même des stations météorologiques et des postes pluviométriques. C'est pour dire que au-delà des plateformes, Roland, digitales qui permettent aujourd'hui de sensibiliser le plus grand nombre en matière d'information météorologique. Nous allons revenir tout à l'heure sur le site du ministère des Transports en matière de météorologie, www.meteocameroun.gov.cm, où nous allons faire un petit jeu, si vous le voulez bien, Roland, où nous pourrons tout à l'heure nous rendre compte que entre les prévisions que nous donnons, qui ont effectivement, comme l'a dit Léné tout à l'heure, un caractère probabiliste, d'accord, parce que nous ne sommes pas des charlatans, nous sommes des prévisionnistes, nous ne prédisons pas. J'aime à le distinguer. Nous ne faisons pas des prédictions météorologiques. Nous faisons des prévisions météorologiques. Que le ciel nous montre qu'il va pleuvoir. Voilà. À travers donc des instruments d'observation, n'est-ce pas, qui soient donc au niveau des stations conventionnelles ou encore des stations satellitaires. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous verrez que si nous allons par exemple dans une ville comme Limbé, sur le site de notre ministère, nous allons constater que effectivement les phénomènes météorologiques qui sont en cours actuellement ont été annoncés et on a pris des dispositions pour alerter les populations. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un accompagnement des autres services, n'est-ce pas, pour non seulement une prise en charge immédiate et rapide des populations, mais également pour accompagner les populations même dans la compréhension des phénomènes météorologiques. Et à ce niveau aussi, je dois préciser ici que le ministère des Transports forme, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Fonction publique, des hauts cadres dans le secteur de la météorologie à l'École nationale polytechnique de Yaoundé et également à l'École nationale polytechnique de Marois. Maintenant, les populations elles-mêmes, je vais chuter par là, Roland, doivent prendre en compte le danger, considérer et prendre conscience des risques auxquels elles se mettent lorsqu'elles vont chacun aujourd'hui a les prévisions météo à portée de main. Absolument. Avec nos smartphones. Avec nos smartphones aujourd'hui. C'est possible. On fera une petite démo tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Donc les populations doivent comprendre que elles-mêmes, elles sont les premiers acteurs, n'est-ce pas, de cette lutte contre la menace climatique et ses conséquences, en ayant une attitude citoyenne, Monsieur Roland. C'est-à-dire, lorsqu'on parle par exemple de l'occupation anarchique des sols, c'est de l'incivisme. Tout à fait. Vous vous rendez compte qu'une ville comme Douala, pour revenir à Douala, n'est-ce pas, a pratiquement 9 bassins versants.
c'est-à-dire la ville de Douala sur le plan hydrographique, à 9 bassins versants, au rang desquels les plus importants, le Tongo Bassa, le Banya, le Bobongo, le Ngoa, n'est-ce pas, Bonaberi, où justement vous constatez quand même des installations, des habitations sur les lits des cours d'eau. Le cas le plus visible et le plus connu, c'est le cas de Makepe et Misoke. Et là, ça se passe généralement avec la complicité de certains responsables des pouvoirs publics. Curieusement. Donc, vraiment, quand vous allez vous installer dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas, non prédisposé aux habitations, c'est faire preuve d'indiscipline. Et vous devez comprendre que l'État, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Nous devons bâtir ce pays ensemble. Et ne pas se dire que c'est toujours jeter la pierre sur les autorités et autres. La responsabilité collective commence par la responsabilité individuelle et citoyenne. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans des cas de dégâts, de pertes en vies humaines, juridiquement, la puissance publique n'a pas cette qualité de vous couvrir. Parce que vous vous retrouvez dans une situation de sinistre, dans l'indiscipline, n'est-ce pas, et dans une situation d'illégalité. Tout à fait. Et vous n'avez pas la couverture à ce moment-là de l'autorité publique qui a pourtant le devoir de protéger ses citoyens. C'est entendu. Merci beaucoup. C'était l'image de la semaine. On revenait sur cette inondation au sein de l'hôpital de Limbe. Alors tout de suite, passons sans plus attendre à l'actualité. On va faire un petit tour rapide de 2 ou 3 sujets, des grands sujets majeurs qui ont soutenu l'intérêt des populations des Camerounais cette semaine. Alors, il y a déjà ici au niveau de Douala cette actualité autour de la police municipale qui est encore, une fois encore, ça je le précise, au centre de la polémique. Lundi dernier, un contrôle des agents communaux, donc de la mairie de Douala 4e, a mal tourné, provoquant un accident qui a fait malheureusement 2 morts au lieu dit Michelin après Grand Hangar. Parmi les victimes, une femme enceinte. Ce drame remet donc sur la table la moralité des agents de police municipale. D'ailleurs, on a fait un reportage sur My Media Prime Télévision. Pour ceux qui n'avaient pas regardé et peut-être entendu cette information, je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes au lieu dit Grand Hangar, à Bonaberi, une banlieue de Douala 4e. Il est environ 10 heures. Sous un soleil brûlant, une foule en colère, à même le sol, 2 corps sans vie et une moto presque broyée. C'est le résultat d'un accident survenu suite à l'interpellation d'un véhicule par les agents municipaux. Les gens de la mairie, qui font les voitures, ils voulaient mettre la S en bas de la voiture. La voiture maintenant a voulu esquiver maintenant la S. Il a bousculé la moto est tombée de ce côté opposé avant que la voiture ait monté sur eux. Le camion était écrasé. Quand ils ont fini de faire le forfait comme ça, ils sont partis. Arrivés sur le terrain, les sapeurs-pompiers s'activent pour faire disparaître du sang qui coulait à flot sur la voie publique. Une route qui a connu un embouteillage monstre pendant plusieurs heures. Les témoins de l'incident malheureux ne cachent pas leur mécontentement. Il faut un recrutement pour ça et les gens qui sont prêts à accéder à ce contrôle, on va les illettrés, on met en route. Est-ce que c'est normal? C'est les illettrés qu'on met en route qui créent tout ce que nous voyons là. Voilà déjà des pertes en vies humaines. Est-ce que c'est normal? Sortis de la maison pour travailler pour les courses, les victimes ne rentreront plus chez elles. Mais à l'au-delà, les morts ont été déposés à la morgue de l'hôpital de district de Bonassama. Alors là, c'est une question, vraiment, c'est une actualité qui choque, d'autant plus que le travail de la police municipale a été réglementé il y a un an, à travers un décret présidentiel qui date d'août 2022, mais l'application par les communes de ce décret tarde. Quand même, on leur a donné 18 mois. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'on arrive au terme de ces 18 mois pour se conformer? Oui, je pense que c'est très dommage de voir ces images, Roland. Je crois que quand le président de la République a décidé de créer une police municipale au niveau de nos communautés urbaines, c'était pour poursuivre le grand chantier de la décentralisation. Parce que rendez-vous compte que lorsque vous allez dans des pays qui ont une avance sur nous,
dans le domaine de la décentralisation, vous allez vous rendre compte que la police municipale fait partie des éléments qui créditent, n'est-ce pas, cette décentralisation, parce que le maire a les moyens, non seulement politiques, financiers, économiques, mais aussi les moyens de dissuasion et de répression, sans pourtant faire appel à la police nationale. Donc l'esprit était très salué. Et nous autres, on a beaucoup encouragé cette mesure parce que lorsque j'ai soutenu mon DSS en économie des transports, Roland, figurez-vous que je travaille justement sur le projet de péage urbain dans la ville de Yaoundé, le péage des stationnements. Et l'une des recommandations que j'avais faites en 2007, date de cette soutenance, c'était justement la création d'une police municipale pour mieux faire appliquer les décisions municipales. Mais on est surpris que la police municipale qui devrait assurer la sécurité des personnes et des biens et garantir l'ordre, n'est-ce pas, urbain, soit plutôt visiblement, hein, peut-être qu'il y aura plus de clarté sur les circonstances de ce malheureux événement, mais tout laisse à croire que c'est parti d'un contrôle, n'est-ce pas, de cette police municipale. Première question, est-ce que dans l'implémentation de cette politique, il n'y a pas eu un peu de précipitation? Parce que j'ai été surpris du jour au lendemain de voir des gens arborer une tenue spéciale avec l'indication de police municipale, communauté urbaine de Douala. Est-ce que les préalables qui devraient accompagner l'implémentation de ce type de projet, on parle de formation. de la formation, Ouais. parce que lorsqu'on parlait de civisme tout à l'heure, ce n'est pas seulement le citoyen lambda. Ouais. Le civisme commence par la tête. Ça veut dire quoi? Les institutions et ceux qui les incarnent. Ensuite, les personnes, les éléments en charge de mettre la sécurité et l'ordre, d'assurer la sécurité et l'ordre public. Cette police municipale, est-ce qu'elle a été formée? Parce qu'il y a une attitude citoyenne. Il y a, n'est-ce pas, des dispositions qui devraient être prises avant d'envoyer ces éléments sur le terrain. Est-ce que cela a été fait? C'est peut-être les autorités municipales qui le diront. Maintenant, Ouais. est-ce que... Pour terminer. Oui, pour chuter, Roland, est-ce que dans ce genre de circonstances, le contrôle qui a été effectué relevait de la compétence de cette police municipale? Parce que je dois vous signifier, par exemple, qu'il y a beaucoup de désordre dans les contrôles routiers et le ministre des Transports, son Excellence Jean-Ernest Massénangale Bibéen, accorde beaucoup d'attention et souhaite qu'il y ait de l'ordre dans ces contrôles-là, parce que très souvent on fustige nos éléments, alors qu'il y a des infiltrations ou alors des mercenaires, justement, qui usurpent, n'est-ce pas, les contrôles destinés aux services de transport. Il ne vous échappe pas que le préfet a souvent rappelé à l'ordre les agents municipaux, par exemple, de ne pas effectuer, de ne pas se substituer aux agents à Douala, de la prévention et ailleurs. À Yaoundé. Voilà, et ailleurs. Ouais. Donc, il y a des tests qui sont connus et chacun devrait faire son travail et non empiéter sur le travail de l'autre, surtout qu'à côté de cela, cela débouche parfois sur l'arnaque des pauvres usagers de la route. Ben Adjali, il faut respecter la réglementation. Ces gens qu'on voit, ces agents de la police municipale arborent des chasubles oranges, alors que cela doit être donc ce sont des chasubles qui doivent être portés par les agents du ministère des Transports pour effectuer les contrôles. Par contre, leur chasuble devrait être de la couleur violette et on ne voit pas cela sur le terrain. Alors, pas de formation, comme on a dit tout à l'heure. On continue quand même de recruter des gens seulement sur la seule base de leur physique, qu'ils sont baraqués forts et qu'ils peuvent bastonner à tout va. Roland Mackay, vous êtes peut-être excessif. Peut-être excessif. Vous savez, il faut être légaliste. Il y a une loi et il y a eu, n'est-ce pas, c'était entendu au décret d'application, vous savez, ça arrive souvent très tard. Il y a des mairies, n'est-ce pas, qui ont pris l'avance, voilà. Et en termes de formation, il y a des mairies qui ont formé leurs agents de la police municipale. À Yaoundé, par exemple, on en a entendu parler. Vous savez, le problème qu'il y a eu entre le maire de Yaoundé 6 et puis le maire de la ville, ça a chopé sur ce point. Des gars, il y en a qui ont été formés. Mais on ne va pas toujours, n'est-ce pas, crier, n'est-ce pas, dans toutes les radios, les télévisions. Sauf que le décret fixe le cadre de la formation. Ça se fait à la SNAS, là, à Boya,
On ne fait pas venir des experts au sein de Non, sa mairie. Roland Macaire. Il y a un cadre Non, Roland Macaire. formation. Et il y a, je connais des experts vraiment de ces écoles qui vont plutôt dans les mairies. Dernièrement, vous savez, la mairie de Douala Premier a organisé en son sein, n'est-ce pas, un séminaire. On n'écrit pas toujours cela sur tous les toits. Je connais des spécialistes de la décentralisation qui organisent des séminaires, n'est-ce pas. Mais pourquoi il y a tant de bavures donc? Non, ce que je voulais dire, c'est humain, mais je ne dis pas que je soutiens cela, c'est humain. Je dis déjà que ces agents sont là pour le contrôle de ce qui revient à la mairie. Si un agent vous demande votre pièce d'identité... Mais ce n'est pas ce qu'on constate non, généralement. Écoutez, non, Roland Macaire, je ne dis on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'élaborer. On va aller à l'essentiel. Ce qui s'est passé. On les voit demander le permis de conduire. Non, sur ce qui s'est passé, nous mettons de pas donner le feu. Quand ils sont des illettrés et tout, j'en connais qui sont allés à l'école également, parmi eux. Donc maintenant, l'incident se vient parce qu'on veut mettre des sabots sur un véhicule. Tout à fait. Et le monsieur refuse. Donc, il veut échapper et il cogne, n'est-ce pas, une moto. Donc, est-ce que c'est la faute, n'est-ce pas, de l'agent? Moi, j'en connais ici, lorsqu'ils n'ont même pas de pièces, qui n'ont même pas, n'est-ce pas, ce qui revient à la mairie. Dès qu'il est signalé qu'il y a un contrôle, ils font demi-tour. Et vous êtes sur la moto, vous vous dites, mais vous m'amenez où? J'ai dit que je vais à telle destination. On dit, on m'a signalé que les gars sont devant. Parce que le gars n'a rien sur lui pour prouver qu'il est en règle. Donc j'ai dit, la faute ne revient pas toujours. Mais seulement, comme le préfet l'a rappelé le 24 mars 2022, il a dit, ils sont là accompagnés de la police, juste pour vérifier ce qui revient à la mairie, à leur municipalité. Exactement. Et non d'autres pièces. Si ils vous demandent quelque chose, dites-leur, ce n'est pas de votre ressort. Compétence. Tout simplement. Très bien. Je reconnais que parmi eux, il y en a quand même qui comptent plus sur leur physique, n'est-ce pas, pour faire l'affaire. Justement, une police municipale, quand même récidiviste, il faut le déplorer, non? Mais non, tout ailleurs, il a le spécialiste l'a dit, dans tous les pays, il y a la police municipale. Récidiviste dans des actes de violence? Non, pas toujours, pas toujours. Très bien. Ils font mauvaise presse, mais reconnaissons quand même qu'il y en a qui font leur job. La dame qui est partie, l'une des victimes, c'était une femme, elle était enceinte, malheureusement. C'est douloureux et on adresse nos condoléances à toutes les victimes. Et donc, on va rester dans le domaine de la sécurité pour parler, bien évidemment, de cette conférence semestrielle des gouverneurs qui s'est tenue donc à Yaoundé. Les gouverneurs des 10 régions étaient à Yaoundé cette semaine, c'était lundi et mardi. Et donc, des mesures de sécurité au menu pour une meilleure sécurisation des établissements scolaires sous la présidence du ministre de l'AT, l'administration territoriale, Paul Atanganji, avec en bonne présence, bien évidemment, des ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base. On peut regarder un peu un très court extrait de ce reportage qui nous vient de Yaoundé. Défis sécuritaires face à la grande criminalité et trafic de drogue à milieu scolaire. C'est sur cette thématique que se dérouleront les travaux meublant la première conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun sous la houlette du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Au cours de nos travaux, nous allons nous pencher sur certaines préoccupations d'actualité, notamment la situation sécuritaire du pays, la lutte contre les médicaments de la rue, la vente et la consommation des drogues et stupéfiants. Le constat est clair, la grande criminalité prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans notre pays. Par conséquent, je tiens à dire ici tout haut que les caméras invisibles de la police et de la gendarmerie sont aux trousses des bandits de grand chemin, des terroristes, des assassins, des braqueurs et des vendeurs de drogue. Parmi les gouverneurs ayant répondu présent à cette invitation, celui de l'extrême nord qui rassure. De sécurité, des veilles émises au niveau de la frontière pour les produits pharmaceutiques et prohibés, donc inclut également cette drogue. Mais le corridor de l'ouest jusqu'à N'Djamena en passant par Maroua, on en a saisi des tonnes et des tonnes. Donc nous veillons à ça. Et les sensibilisations aussi se font au niveau des chefferies traditionnelles, au niveau des mosquées, des églises, mais également des établissements. Paul Atangandi, dans son allocution, après avoir énuméré les prouesses de la police et la gendarmerie camerounaise, lance également un message fort à ces Camerounais d'un autre genre. Les bandits de grand chemin et les terroristes doivent donc comprendre qu'ils n'auront jamais où se cacher dans notre beau pays, car les forces de maintien de l'ordre sous la coordination des autorités administratives sont plus que jamais déterminées à les traquer
On rappelle, la conférence des gouverneurs est une réunion d'évaluation sécuritaire mise sur pied par le chef de l'État qui se solde par un rapport adressé directement à ce dernier. Alors, il faut préciser qu'à la suite, donc, au cours de cette conférence sécuritaire des gouverneurs de région, chaque gouverneur a exposé a fait un tout petit peu l'exposé sur la situation de sa région. Et ce qu'il en ressort de tous ces gouverneurs, c'est que la situation semble être maîtrisée. Mais pour revenir à la thématique principale de cette conférence, la sécurisation des établissements scolaires, désormais, il y a des mesures qui ont été annoncées, la mise en synergie donc des actions conjointes entre les autorités administratives, forces de maintien de l'ordre, des populations et comités de vigilance. Et puis dès cette rentrée scolaire 2023-2024, des élèves et des enseignants seront davantage protégés face aux déviances observées dans ces milieux. Il faut s'attendre à ce que les choses changent finalement. Oui, absolument. Vous faites confiance à ces services de sécurité? Oui, en tant que citoyen, je fais confiance aux services en charge de la sécurité de notre pays. Et je dois vous dire, Roland, que j'aime bien la posture du ministre de l'administration territoriale. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui inspire la terreur. Oui, la terreur, pas des citoyens, mais des délinquants de la République. Et on a souvent pensé qu'il a un ton très dur dans ses sorties, etc., quand il faut ramener l'ordre dans des situations de désordre, parfois même au niveau des questions de médias, où souvent justement des déviances sont souvent évoquées par le Conseil national de la communication, et quand il s'agit donc de mettre en place la répression. Il ne faut pas s'arrêter à un ton de terreur, mais il faut aller sur les actions. Il faudrait, oui, les actions sont là, c'est pourquoi on se réunit pour faire le bilan et voir ce qui peut être amélioré. Je dois simplement dire qu'un ministre de la sécurité, de l'administration territoriale, c'est l'équivalence du ministre de l'Intérieur. Exactement. Dans d'autres pays comme la France. Et figurez-vous que vous devez inspirer la confiance. Ça veut dire que lorsque vous parlez, on ne doit pas avoir de la rigolade. On ne doit pas avoir, ce n'est pas un planton, non. C'est quelqu'un qui doit rassurer par ses prises de parole, par ses interventions, et cela doit pouvoir inspirer la terreur aux délinquants de la République. Maintenant, les dispositions qui ont été prises, je suis d'accord, elles sont à saluer, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la crise sécuritaire dans la zone du Nozo n'est pas derrière nous. Ouais. Vous avez entendu parler de l'incendie de la maison du chairman, paix à son âme. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de cette situation d'insécurité, et cette situation de sécurité menace également des territoires comme le Vouri, puisque vous connaissez très bien la proximité. Littoral, le centre, notamment Yaoundé. Exactement. Et depuis plusieurs mois, le quartier Nsam est devenu pratiquement un endroit vraiment difficile. Beaucoup de femmes sont enlevées, tuées, à Douala pareillement. Exactement. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la suite de cette réunion, parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions de sécurité qui se tiennent, je crois que ça se tient 2 fois l'an, on n'a pas vraiment l'impression que quelque chose change réellement, lorsqu'on voit quand même que le ministre dit qu'il n'y aura pas d'endroit où les brigands vont se cacher, mais ils sont quand même là, ils continuent de perpétrer quand même l'irréparable. L'irréparable, oui, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que les actions s'intensifient, parce que les actions existent déjà, Roland. Si je prends seulement la ville de Douala, vous allez observer qu'il y a des patrouilles. Pour moi qui suis à Bonandio, j'observe qu'il y a des patrouilles qui Bonandio, c'est le quartier administratif, c'est normal. Voilà. Mais on ne les voit pas beaucoup. À lundi, ou je vais dire à Yassage. Bon. Oui, quand vous imaginez quand même qu'à Douala, on vous dit que chaque vendredi, c'est vraiment la fête sur l'ensemble de la ville. Les gens peuvent sortir, peuvent aller s'amuser, peuvent aller en boîte, peuvent boire comme ils veulent sans être inquiétés. Ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont prises. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, n'est-ce pas, en s'assurant déjà qu'au niveau urbain, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que les agents de la police municipale, qui sont également des acteurs de cette sécurité, soient plus professionnels que cela. Les voies et moyens qui accompagnent donc désormais le système de sécurité des écoles primaires et secondaires ont été explorés lors de cette conférence sécuritaire. Il faut croiser les doigts pour qu'on ait un meilleur changement. Non, moi, je n'ai pas besoin de croiser les doigts. Hein. Pour ça, c'est du j'ai entendu. Pour moi, c'est un disque rayé.
il ne faut pas attendre, n'est-ce pas, 30 ans, 40 ans pour prendre ces mesures. Vous savez quand même qu'il y a toute une unité de police qui a été créée pour sécuriser les établissements scolaires. Depuis quand? Depuis l'année dernière. Mais pourquoi attendre depuis l'année dernière? Et elle fait son travail. Roland Macaire, c'est toi et moi, nous sommes quand même là, ça fait bientôt 25 ans. Et nous savons ce qui se passe. Ça, c'est des effets d'annonce. D'ailleurs, il a dit, ça a l'air, n'est-ce pas, de terroriser, n'est-ce pas, ceux qui sont en face, les brigands, les hommes sans foi ni loi. Le ministre est dans son rôle, bien évidemment. Oui, il est dans son rôle, mais c'est juste c'est l'effet d'annonce. Vous savez, le tigre, n'est-ce pas, ne crie pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la mange. Le chien qui aboie ne mord pas. On a vu ces derniers temps que chaque fois qu'il y a eu assassinat, meurtre, on nous a toujours dit que les auteurs ont été rattrapés. On a toujours dit, oui, pas tout le monde, hein, quand même. Moi, je connais des gens qui ont été... On a attrapé les auteurs, n'est-ce pas, des avocats, des gens, mais on a attrapé, n'est-ce pas, des auteurs des assassinats des hommes en tenue facilement. Quand on veut, on le fait. Ouais. Non, écoutez, je suis en train de dire ceci. Les drogues dans les écoles, machin, à un moment, on a fouillé les enfants, non? Après le décès de cet enseignant en Colbison, ouais, ou encore de cet élève. Vous avez vu les mesures qu'on a prises. On fouillait dans les sacs des enfants, on faisait tout. À l'entrée, il y avait des gens postés, mais après ça, quelques mois après, tout de suite, il y a eu d'autres bévues. On est revenu, il y a eu d'autres bévues. Ouais. Donc ça, c'est l'effet d'annonce, oui. C'est pour faire peur peut-être à certaines personnes, mais en face, ils savent que ça se passe comme ça. Après ça, on va retomber dans les mêmes travers, on va oublier. Aller à Liberman, il y a des gars qui attendent les parents. Il faut peut-être suggérer quelque chose au ministre de la Sécurité. Non, il faut parler moins, n'est-ce pas, ouais, et agir. Et quand on vraiment agir, frapper du poing sur la table. Quand on dit, écoutez, les réunions de sécurité, ça se tient dans toutes les régions, toutes les semaines. Tous les lundis d'ailleurs. Mais eux, ils se retrouvent, n'est-ce pas, à Yaoundé, tous les semestres, une fois par semestre. Ouais. Mais je dis, tous les semaines dans les régions, il y a des réunions de sécurité. Vous allez à Bonanjo, on vous dit que non, on est en réunion de sécurité. Ça se fait, on n'attend pas les 6 mois. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se fait? D'accord. Qu'est-ce qui se fait? La proximité, n'est-ce pas, des établissements scolaires avec les bars. Vous voyez comment ça se passe? Vous avez la possibilité de faire une proposition au gouverneur du littoral ce matin. Pourquoi pas? Non, je suis pour le conseil. D'accord. Mais je constate seulement, oui, je constate, j'ai dit, dans les faits, ce n'est pas ça, ce n'est pas tellement ça. Pourtant, il y a des... Il faut renforcer, il faut se bouger davantage. Toutes les semaines. Et comme à Bonanjo, ça circule bien. Ouais. Vous savez, on sécurise mieux, n'est-ce pas, les gros cadres de l'État, les autres machins, que vous avez dit combien de personnes. Moi, j'ai été agressé ici à Charles de Gaulle. Vous savez à quelle heure? À 19h. Où était la sécurité? On a dit qu'il y a des caméras invisibles, on n'a jamais retrouvé. Très bien. On n'a jamais retrouvé mes agresseurs. Hein. Très bien. Il y a également des centres de surveillance, de caméras, de vidéosurveillance qui se multiplient sur le territoire national, mais comme on l'a tous dit ici, il faut encourager nos agents, nos services de sécurité d'avoir le pas alerte pour ce qui est donc des interventions. Disons une dernière chose, et pas des moindres sur l'actualité, ce sont ces résultats du baccalauréat qui sont donc disponibles depuis cette semaine. On note donc un taux de réussite général avec une hausse de 10%. On est parti de 65% en 2022 à 75,73% cette année. Pour un total de 125 008 candidats qui ont bravé ces épreuves là, 94 600 ont été admis. Alors, la question actuelle, parce qu'on ne va pas beaucoup parler sur ce sujet, on va laisser parler un expert. Nous, on l'a retrouvé pour vous, cher jeune bachelier. La question qui se pose maintenant est celle donc de l'orientation académique et professionnelle. Allons écouter très rapidement Rodrigue Sobze, qui est donc conseiller d'orientation. On va l'écouter, on se reparle juste après. Ah, ben voilà, bravo, félicitations à tous les lauréats au baccalauréat 2023. Nous félicitons tous ceux qui ont réussi le bac technique industriel, le bac de l'enseignement général dans ces différentes options. Alors vous allez comprendre maintenant que la vraie vie commence. Je vous l'ai dit, la vraie école de la vie, parce que jusque-là, vous avez fait la vie de l'école. Je vous exhorte à nous suivre pour l'école de la vie. L'école de la vie, pourquoi? Parce que après le bac, qui est le premier diplôme universitaire, on embrasse l'université.
Et dans l'université, je peux voir le mot univers. Qui dit univers dit c'est ouvert au monde entier. Donc, on entre dans la globosphère, on entre dans le village planétaire, on entre dans le monde, l'univers. Et comment est-ce qu'on y entre? On y entre à travers une faculté, à travers une école de formation, à travers une formation aussi dans une école qui par la suite vous embauche directement. Et là, nous sommes dans le cadre des concours nationaux ouvrant directement au recrutement. Vous comprenez donc la notion de liberté et responsabilité que vous avez vue en philosophie. Vous comprenez donc que vous devez enfin joindre la théorie apprise jusque-là à la pratique. Et c'est le plus difficile, à mon sens. Difficile parce que si on fait des mauvais choix, ces mauvais choix vont nous suivre jusqu'à la fin. La fin, c'est quand? La fin, en fait, c'est votre vie, l'insertion socio-professionnelle. Et la fin, c'est aussi votre existence jusqu'au jour où vous allez rentrer vers l'au-delà. Ça veut dire quoi en clair? Que vous êtes dans une période transitoire. Le moment idéal pour définir votre carrière, votre personnalité, votre métier, votre standing social. Et donc, ce n'est pas évident. Donc, je m'en vais vous donner quelques idées qui vont vous permettre de bien boucler, de bien caler votre projet de carrière. Alors, je commençais par vous donner le premier conseil. Choisissez votre passion. Choisissez votre vocation. Ça veut dire quoi, choisir sa passion, choisir sa vocation? Ça veut simplement dire qu'il faut mettre les arguments en jeu pour confronter ce qu'on a envie de faire à ce que le parent voudrait qu'on fasse. Je reprends. Choisir sa vocation ou sa passion signifie vous allez dans votre fort intérieur, vous l'interrogez pour savoir ce que votre fort intérieur a généralement voulu que vous soyez dans votre vie. Parce que chacun a des penchants naturels. Sur le plan intellectuel, éducatif, et donc il faut aller voir qu'est-ce qui nous mettrait à l'aise si on faisait ça durant toute notre existence. Et il ne suffit pas de choisir, il faut y allier également quelques facteurs. Le facteur du pouvoir, le facteur du vouloir, et enfin le facteur du pourquoi. Pouvoir parce qu'on peut choisir ce qu'on aime, ce qui est notre passion, ce qu'on aimerait faire toute la vie, mais on n'a pas la volonté de le mettre en pratique. Vouloir parce qu'on peut être très engagé sur un domaine de formation qui malheureusement notre diplôme ne nous permet pas d'accéder. Pouvoir aussi parce que vous pouvez avoir tout l'argent qu'il faut pour payer une formation, mais que le diplôme de base ne vous permet pas. Je vois des enfants qui m'appellent pour me dire « Je voudrais faire informatique industrielle. Tu as quel bac? J'ai le bac A. » Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il peut y avoir des exceptions très rares, de petits génies qui émergent, qui peuvent avoir le bac A, bac B, bac C. Ils le composent, ils l'obtiennent. Mais c'est des cas. Donc, comme quoi, choisir sa passion, choisir sa vocation, c'est s'appuyer sur le facteur je peux ou je ne peux pas. C'est-à-dire j'ai les moyens financiers, est-ce que j'ai la capacité et les compétences intellectuelles. Ensuite, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je suis engagé? Est-ce que je vais m'adonner? Et enfin, pourquoi je le fais? Je le fais pour gagner ma vie, pour plaire à quelqu'un, parce que ça me plaît. Moi, je préfère que vous le fassiez parce que ça vous plaît.
Et dès lors que vous le prouvez en même temps que vous le voulez, alors vous avez fait le bon choix. Retour en plateau et félicitations encore à tous ces nouveaux bacheliers. Après avoir jubilé, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'orientation académique se pose donc avec acuité. S'orienter après l'obtention de son bac pour les néo-bacheliers est un véritable donc casse-tête chinois. Voilà, donc la solution, c'est bien évidemment de rencontrer un conseiller d'orientation qui peut vous donner 2 ou 3 indices, 2 ou 3 indications pour mieux vous orienter. On peut choisir de faire de courtes études ou de longues pour travailler, pour s'insérer très rapidement. Oui Ben, on aura 30 secondes. Non, juste pour, pas dans le sujet, hein, c'est bien, être bien orienté, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, je voudrais une pensée pour ces parents à l'Ouest qui ont perdu leur fils qui a raté le bac et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Encore. Il a bu de l'eau de Javel, lui. Donc c'est pour dire que les parents doivent faire très attention. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore leurs résultats, vraiment, observez vos enfants, prenez-les en charge, rassurez-les, avoir le bac, c'est le rater, c'est pas la fin du monde. Il faut savoir se relever. Encouragez vos enfants, parce que les comparaisons ne sont pas bonnes. Mais tel a eu, pourquoi pas toi, tu es un fainéant, l'enfant a vite fait de boire. On disait vulgairement que l'échec fortifie l'effort. Donc il faut apprendre cela à l'enfant. Absolument. Et à ce sujet, si tu me le permets, Roland Macaire, il faut quand même dire aux parents que on n'échoue pas la session, le baccalauréat. On échoue la session. On échoue la session. Si on a échoué la session 2023, on n'a pas échoué la session 2024. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour dire un mot très rapidement sur l'orientation, il faut dire que les parents influencent, et même le système éducatif souvent, l'enfant d'une manière parfois sans s'en rendre compte. Hein, on aime souvent à dire que voilà, on va orienter tel enfant parce qu'il est très fort en C et qu'il peut bien faire les mathématiques à l'université, parce qu'il est fort en... Vraiment, essayons un peu de revoir la formation dans le cadre du savoir-faire. Ouais. Moi, j'aimerais que de plus en plus, on ait plus de bacs techniques que de bacs généraux. Ouais. Parce que après, quand on entre dans le savoir-faire, on a le savoir, c'est bien. Maintenant, quand on entre dans le savoir-faire, dans l'acquisition d'un métier, on se rend compte que c'est un peu vite. Donc, que notre système, et je crois que c'est la volonté du chef de l'État, que la professionnalisation des enseignements, n'est-ce pas, s'accélère. On aimerait bien avoir plus de bacs agricoles, n'est-ce pas? Plus de bacs dans le domaine, dans les secteurs de la technologie, c'est déjà bien. Il y a déjà le domaine de l'information et l'application aux nouvelles technologies de l'information et la communication, TIC et autres. Mais il y a des secteurs névralgiques de notre pays, n'est-ce pas, pour lesquels il y a un grand chantier pour lesquels on ne voit pas la jeunesse. Personne ne veut se salir les mains. Voilà, personne ne veut se salir, mais on veut être derrière des bureaux, on veut être derrière des bureaux, alors que c'est le secteur de base de notre économie, n'est-ce pas, et sur lequel on doit davantage, plus que jamais, se retourner. Très bien. Et là, je salue l'université de Bolova qui a sa filiale à Monatélé. On va faire biologie végétale, animale et puis le machinisme. Voilà. Nous avons beaucoup de terres. Et puis il y a des nouveaux centres qui ont été formés avec les universités qui ont été créées, des centres professionnels dans les domaines des transports, de l'environnement, du tourisme, etc., de l'agriculture. Il faudra davantage s'orienter vers ces secteurs. On va évacuer une dernière question d'actualité avant de revenir donc à vous pour parler de climat et de météo. C'est une question d'initiative et de développement. Lundi, tout près de nous, juste derrière ce quartier, parce qu'il faut préciser à ce qui nous regarde hors de Douala que MyMedia Prime Télévision émet depuis le quartier Koto à Douala, précisément au fin Goudron Bangé à Koto, et donc derrière le quartier Koto Bangé, il se trouve désormais un nouveau quartier. C'est le quartier Lundi. Lundi qui est un grand village, qui est l'un des villages du grand canton Bassa, dans la région du littoral. Alors c'est un quartier qui accueille plein de gens, et depuis quelque temps il y a un chef, il y a un jeune très dynamique qui s'est installé là-bas. Il est donc le chef de la communauté musulmane, Sa Majesté K. Abdulrahman Imran. Il s'y est installé et on va dire quoi, en accord avec le chef de Lundi, Sa Majesté Mpondo Itame. Ils se mettent donc ensemble pour développer cette partie de Douala,
lui qui installe la communauté musulmane avec à la clé beaucoup d'actions humanitaires qui arriveront très bientôt. Nous étions, bien évidemment, notre reporter était à sa suite. Le week-end dernier, il a reçu beaucoup de jeunes qui sont venus donc, de différentes communautés du Nord-Ouest pour lui dire merci pour toute son attention à leur égard. Regardons ce reportage et on se retrouve juste après. Depuis son installation au quartier Lundi dans la commune d'arrondissement de Douala 5e, la chefferie de la communauté musulmane érigée dans cette bourgade ne désemplit pas. Chaque semaine, Sa Majesté Kimbi Elvis K. Abdulrahman Imran accueille ici élites de tous bords et jeunes venus d'horizons divers pour plusieurs raisons. C'est le cas lorsque le 2 juillet, des associations de jeunes sont allées lui dire merci pour sa bienveillance à leur égard. Dimanche 16 juillet 2023, Majesté Abdulrahman Imran a reçu une forte délégation des chefs de communautés du Nord-Ouest. À l'unisson, reconnaissance et encouragement suite aux multiples actions de bienfaisance que mène le chef en direction de la jeunesse et des déplacés internes de la crise dans les régions anglophones du pays. C'est une bonne chose parce que les déplacés internes qui sont là, on a vu à travers les médias. Donc c'est ça que nous encourager avec ce qu'ils sont en train de faire. Pour lui dire, ce n'est pas de rester ici, ou bien seulement faire seulement, donner seulement aux musulmans, mais à d'autres communautés aussi. Mais pas seulement à Douala, ailleurs, ça peut être à l'est, ça peut être à l'extrême nord, ou bien dans les autres régions aussi. Au terme des échanges qui se sont déroulés dans un esprit empreint de convivialité, de fraternité et de respect, au cours desquels Sa Majesté Abdulrahman Imran a exprimé sa satisfaction et félicité ses chefs pour leur courage à œuvrer pour la paix aux côtés des populations des zones en crise. Le cortège du chef et sa suite s'est ébranlé du côté de Niobel pour une visite de courtoisie aux dignitaires musulmans de la région, notamment Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, chef de la communauté musulmane de Douala et président du conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest. Ensuite, au chef Aoussa de Douala, à chaque étape, les discussions ont porté essentiellement sur des questions importantes liées à la communauté musulmane et sur la promotion des valeurs de paix et de solidarité entre peuples. Le chef de la communauté musulmane de Lundi, porteur de plusieurs projets sociaux, à l'instar de la grande mosquée en construction dans ce quartier, n'a de cesse de manifester sa gratitude au chef de Lundi, Mpondo Etamé Joseph, dont l'élan de générosité a permis d'accueillir ici de nombreuses familles de déplacés venus des régions en crise. Belle leçon de vivre ensemble à suivre. Benadjali, il faut... est-ce qu'il faut peut-être mentionner que c'était derrière la caméra un certain Benadjali? Alors, mais Lundi n'a pas du tout de route aussi, hein, avec cette saison de pluie qui arrive. Ça va être un peu très difficile pour tous ces habitants, tous ces gens qui ont déjà pris quartier là-bas, de sortir et de rejoindre donc le grand centre urbain. Je crains même d'ailleurs qu'en septembre, qu'on n'ait pas du tout de route parce que ce qui tient lieu de route en ce moment est vraiment impraticable et ça se fissure au fil des pluies. Ah, vous avez raison, vous avez raison. C'est pourquoi vous avez posé la question tout à l'heure à M. Météo pour dire a dit que tous les secteurs ont besoin de la météo. Ouais. Hein, la météo, elle va vous dire, même ceux qui veulent construire, pas seulement des routes, même des immeubles, des bâtiments, savoir comment orienter tout cela. Donc, à Lundi, comme toutes certaines agglomérations de Douala, mal à ces routes. C'est dommage. Mais on espère qu'avec le temps, hein, avec l'aide, n'est-ce pas, de la volonté de certaines âmes généreuses comme Sa Majesté, qui a dit la dernière fois, je pense, il reprenait ce qu'aura dit un grand homme: ne vous demandez pas ce que votre pays fait pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays. Exactement. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Exactement. Surtout qu'il a trouvé sur le terrain quelqu'un qui lui avait déjà tracé le sillon. Le chef de Lundi lui-même, M. Mpondo, travaille énormément. La route qu'on exploite en ce moment existe grâce
à lui. Et il y a plein d'autres choses qui sont mises sur pied de ce côté-là. Merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes sur MyMedia Prime Télévision, canal 309 sur le bouquet Canal Sat et puis sur le grand réseau de câbleaux de distribution au plan national passant par Swecom. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous pouvez également nous regarder sur Internet, sur nos différentes plateformes digitales, MyMedia Prime TV ou BT Media Group. Tout de suite, on parle donc de climat et de météo avec Ben l'a appelé Monsieur Météo tout à l'heure. C'est le prévisionniste donc de la région, il est là, Serge Mpele Onana, chef service météo dans la région du littoral, cadre au ministère donc des Transports. Avec lui, on va essayer de prendre connaissance donc de la situation météo au Cameroun et en particulier dans la ville de Douala grâce aux images satellitaires, donc les intempéries en cours, les orages. On est carrément sorti ce matin sous les orages depuis la nuit, des grêles. S'imprégner également de ces données qui lui permettent bien évidemment de dresser ces fameux bulletins ainsi que des brèves et des actualités destinées à alimenter les entreprises, mais surtout les médias. Vous avez un gros travail. Alors, on a 20 minutes. On va être vraiment... D'accord, expéditif. Tout à fait. Parce qu'on pourrait y passer toute la journée. Exactement. Est-ce que vous saviez qu'il allait pleuvoir toute cette nuit jusqu'à ce matin? Bien sûr, naturellement, Monsieur Roland Macaire. Parce que on ne peut pas être Monsieur Météo et être surpris si déjà de plus en plus la surprise n'est plus autorisée. Parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, le ministre des Transports a tellement permis que l'information soit aujourd'hui accessible aux derniers ressorts géographiques du citoyen lambda, que personne ne peut plus dire aujourd'hui qu'il est surpris par le temps qu'il fait. Nous communiquons suffisamment de mémoire de cadre au ministère des Transports. Je vais à ma 12e année déjà. C'est la première fois que je constate un leadership de ma hiérarchie aussi dynamique, Monsieur Macaire, en matière de communication. Et c'est d'ailleurs reconnu par toutes les tranches de la société, parce que j'ai quand même l'avantage de me déplacer beaucoup, surtout dans les médias, et chaque fois que j'arrive quelque part, comme tout à l'heure avant l'émission, Monsieur Macaire me dit vraiment, il exploite les prévisions météorologiques. Quand je vais à Equinox Télévision, quand je suis sur Canal 2, quand je suis à la CRTV, donc aujourd'hui, même les médias ont compris que c'est un élément incontournable et ces informations qui étaient souvent émises, mais qui avaient un souci d'accessibilité, aujourd'hui, l'accessibilité à ces informations n'est plus un problème. Je vous ai invité à un petit exercice pratique tout à l'heure. On peut commencer par là, mais avant, je voudrais faire un distinguo, parce que votre émission a également une mission pédagogique, entre la météorologie et la climatologie. Exactement. Quelle est la différence? Voilà, parce que vous avez entendu parler de ce mémorandum d'entente entre le Cameroun et le Maroc en matière de météorologie, mais aussi de climatologie. On peut se demander où est la frontière. C'est ça. Alors, le météorologue, je veux parler de manière très simple, le météorologue est le journaliste du temps. Tout à fait. Comme M. Macaire, il donne des informations sur l'actualité en temps. C'est-à-dire de l'actualité qu'il fait au moment où on parle, ou de la journée, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit journaliste, venant de journée. C'est le météorologue du temps. Le journaliste du temps, je veux dire, le météorologue. C'est-à-dire qu'il renseigne sur le temps qu'il fait, n'est-ce pas, à l'instant T. Sur une journée, à un moment et à un endroit bien précis. Tout à fait. Par contre, le climatologue, on entre dans la climatologie, est l'historien du temps. C'est-à-dire que, comme l'historien renseigne et donne des informations sur la durée, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le climatologue. Il donne des informations météorologiques sur la durée. Il devient donc un historien du temps. Voilà pourquoi il y a une différence entre les prévisions météorologiques, c'est-à-dire celles qui sont dans des prévisions numériques du temps, qui renseignent donc à courte échéance, et les prévisions climatologiques, qui renseignent donc sur une longue période, moyenne à longue période. D'accord. Voilà. Et maintenant, pourquoi le distinguo est très important? Parce que il faut comprendre que nous travaillons sur ces deux pans. Au niveau des prévisions météorologiques, si nous allons sur le site nos téléspectateurs peuvent y aller avec nous, www.meteo
Cameroun, météo Cameroun collé, Cameroun en anglais, hein, Cameroun, donc météocameroun.gov.cm. Vous cliquez, vous entrez donc sur le site, n'est-ce pas, du ministère des Transports en matière de météorologie. Vous avez d'abord d'ailleurs les en-têtes, République du Cameroun, ministère des Transports, direction de la météorologie nationale. Lorsque vous coulissez vers le bas, vous avez prévision choisir une ville. D'accord. Si nous choisissons, puisque nous sommes à Douala, la ville de Douala, c'est-à-dire par hasard, hein, nous entrons dans la ville de Douala, eh bien, on va avoir le temps qu'il fait à l'instant. Et quand vous entrez, vous allez vous rendre compte justement que la plateforme renseigne qu'il y a des précipitations qui ont baissé en intensité, d'accord? Parce que là, nous sommes dans des températures qui se situent autour de 27 degrés. Bon, il est quelle heure déjà? Nous sommes à 8h46. Donc pratiquement 9 heures. Si nous nous positionnons à 9 heures, nous sommes à une température de 25 degrés Celsius et justement on constate qu'il y a des précipitations qui sont observées dans la ville de Douala. Précipitation, c'est-à-dire qu'il est en train de pleuvoir. Il est en train de pleuvoir en ce moment dans la ville de Douala. On peut maintenant s'étendre sur toute la journée, c'est-à-dire voir comment est prévu le temps sur le reste des heures qui vont nous conduire jusqu'à une certaine heure. Lorsque j'arrive par exemple à 17 heures, je me rends compte que le temps sera stable. À 17 heures, à 18 heures, il est nuageux avec une possibilité de température se situant à 25 degrés Celsius, n'est-ce pas? Et je peux poursuivre la situation jusqu'à la nuit. La nuit, n'est-ce pas? Et puis, demain, le cycle recommence. Je ne sais pas si mes prévisions, mes notes sont les bonnes. Ce soir, on sera à 24 degrés. Voilà, à 24 degrés. Le ciel sera très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Averses faibles, risque de pluie 75% ce soir. Voilà, 75%. Parce qu'il faut dire que, comme a dit le grand frère tout à l'heure, les prévisions sont probabilistes. C'est-à-dire, lorsque la probabilité se situe au-dessus de 60%, il est conseillé aux populations de prendre des mesures et aux décideurs. Tout à fait. Ça veut dire qu'on est dans une zone très, très sensible. On est dans une situation où la probabilité est très élevée. Et donc, on a simplement 40% de risque qu'il ne pleuve pas. Maintenant, là, on est dans le chemin. Vous avez parlé de 75% tout à l'heure. On est au-delà des 60%. Ça veut dire qu'on n'a que 25% de chances qu'il n'y ait pas de pluie. Vous comprenez que vous devez prendre des dispositions appropriées. Prenons le temps qui sera un peu plus près de nous dans l'après-midi. On sera à 26% avec un développement d'orage, quelques averses, risque de plus de 95%. D'ailleurs, beaucoup pleuvoir. Exactement, cet après-midi. Très bien. On est à 95. Sortez couvert. On est pratiquement là. On vous dit prenez des mesures ou alors engagez des actions, n'est-ce pas? Parce que la probabilité est telle que vraiment la marge qui ne pleuve pas est très très faible. Conséquence, il faut agir. Maintenant, quand vous vous situez entre 30% et 50%, la probabilité qu'il pleuve est moyenne. Serge, on va aller rapidement. Quand on est en deçà de 20%, la probabilité est faible. Qu'est-ce qui explique? Parce que je vais uniquement vous poser des questions qu'on a reçues en semaine de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui explique, puisqu'on a dit qu'il va pleuvoir généralement dans la ville de Douala, mais il arrive des fois qu'il pleuve à Koto et à Bonanjoy et il ne pleut pas. Bien, très bonne question. Avant d'y arriver, tu me permets, Roland, de finir avec les prévisions climatologiques pour distinguer les sorties par là. Les prévisions climatologiques sont donc des prévisions à moyenne et longue échéance qui sont des prévisions saisonnières, par exemple sur 3 mois, déjà des prévisions décadaires, quand on vous dit sur 10 jours, n'est-ce pas, on peut avoir des tendances, c'est déjà des prévisions climatologiques. Parce que 10 jours, c'est déjà la durée. On n'est plus dans le journaliste du temps, on est dans l'historien, puisqu'on est quand même sur une période. Vous avez des prévisions saisonnières, trimestrielles par exemple, on a même des prévisions décennales, c'est-à-dire sur les 10 prochaines années, on peut imaginer les tendances à travers des instruments, n'est-ce pas, d'analyse dont nous disposons. Je dois à ce niveau-là vous préciser que nous avons, sous la houlette du ministre des Transports, pu mettre en place une banque de données climatologiques moderne.
numérique. Météo Cameroun a des équipements appropriés, technologiques qui peuvent et c'est un permettre... exemple en Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire une banque de données, une mémoire numérique, n'est-ce pas, du temps, qui permet que on peut se projeter même sur 30 ans, n'est-ce pas, et plus, à partir des données antérieures, n'est-ce pas, sur lesquelles on se base. Ça, c'est une avancée significative. Maintenant, pour revenir à votre question, relativement à cette situation qu'on observe souvent, c'est-à-dire qu'il pleut dans une partie de la ville de Douala et il ne pleut pas dans une autre partie, je dois vous dire que nous avons un bulletin que nous émettions, bulletin spécial CUD, donc un bulletin qui est destiné aux autorités de la ville, dans le cadre de l'accord de partenariat qui nous lie à la communauté urbaine de Douala depuis le 27 novembre 2019. Et ce bulletin spécial est justement une réponse à cette préoccupation. Pourquoi? Parce qu'à travers ce bulletin spécial, on ne se contente plus de dire que voilà ce que le temps, voilà ce qu'il est prévu à Douala, n'est-ce pas, sur telle période, mais on s'attelle à donner les zones en termes d'arrondissement, n'est-ce pas, les plus exposées et les zones les plus vulnérables. On précise dans ce bulletin les arrondissements qui sont les plus concernés, les plus exposés, n'est-ce pas, et sur lesquels il faut faire plus d'attention, où les autorités municipales et locales doivent mener plus d'actions, n'est-ce pas, en termes de prévention, en termes, bien entendu, de sensibilisation, mais aussi en termes d'intervention en aval, lorsque les catastrophes arrivent, de telle sorte qu'il y a un dispositif d'intervention prioritaire. On sait que, par exemple, à Makepi-Misoke, à Douala, c'est la zone la plus dangereuse, et donc la priorité. Dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, où forcément il y aura des débordements d'eau, ça connaissant la situation topographique, hydrographique, géographique, démographique même. Parce que je vous rappelle, Monsieur Maquet, que Douala, c'est une demande sociale de 1000 personnes par mois en moyenne. 1000 personnes par mois. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas que Douala pour séjourner, parce que cette forte demande démographique entraîne, n'est-ce pas, cette occupation anarchique d'Exol, parce qu'il faut bien habiter quelque part. Serge, est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics et tous ceux à qui vous vous adressez, vos prévisions s'adressent, prennent vraiment au sérieux votre travail? Parce qu'il faut quand même préciser que l'objectif de ces prévisions est d'amener les pouvoirs publics à calibrer leur politique publique. Justement, vous avez émis un bulletin il y a 3 mois, mais après, on se rend compte que des inondations sont arrivées, on trouvait des gens, il y a eu qui ont été engloutis par des glissements de terrain. Est-ce que les pouvoirs publics prennent au sérieux vos bulletins? Oui, Marquer, je peux vous l'assurer. Dans le cas de la région du littoral, nous avons une cellule de veille contre anti-inondation qui est présidée par le gouverneur de la région du littoral et qui est au parfum des prévisions météorologiques. Et c'est ces prévisions météorologiques qui permettent de prendre des bonnes décisions et à temps. Autre chose, il y a la communication du préfet du département du Vouri, du 3 juillet dont on a parlé en début d'émission. Si ces prévisions n'étaient pas intéressantes ou prises en compte, il n'allait pas sortir. C'est cette note-là qui s'est inspirée de l'alerte que le service régional de la météorologie a émis. Il y a également des partenariats que le ministère des Transports signe avec, tenez-vous tranquille Marquet, les opérateurs, aussi bien publics que privés. Il y a par exemple un partenariat qui a été signé avec la société, l'entreprise EVK, n'est-ce pas, en matière d'assistance météorologique, n'est-ce pas, dans ce secteur d'activité. Sur cette question, est-ce qu'on vous paye? Est-ce qu'on vous paye? Est-ce que ces administrations vous payent pour leur donner des prévisions? Non, pas du tout. C'est un service public que nous rendons. Maintenant... Mais une entreprise privée peut vous payer. Une entreprise privée qui fait, par exemple, dans l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, et qui voudrait savoir un tout petit peu quel temps on va faire dans 2 ou 3 mois pour ces cultures, peut vous consulter. Dans ce cas, il est facturé.
Bon, honnêtement, je ne pense pas. C'est vrai que je ne suis pas pas souvent au cœur de ces grands contrats, mais je dois vous préciser oui. que c'est d'abord l'intérêt général. Ben a une question. C'est d'abord la protection des personnes et des biens. Je regarde l'horloge. Ben a une question. Non, j'ai une question. Hein. Bon, oui. On embraye sur la deuxième question. C'est que, en fait, moi j'ai vu le ministère de l'Agriculture utiliser les prévisions météo pour dire aux cultivateurs à quel moment il faut s'aimer, à quel moment ne pas s'aimer. Exactement. En fonction, n'est-ce pas, du temps exactement. Donc c'est très important. Si vous s'aimez à contre-temps par rapport à vous allez perdre vos récoltes. D'accord. Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que ça ne c'est pas forcément c'est un service public. Exactement. Et on a souvent publié ça, n'est-ce pas, dans les zones agricoles pour que les récoltes soient bonnes. Bon, maintenant, je voudrais quand même, n'est-ce pas, comment est-ce que les aiguilleurs du ciel, tout à l'heure on parlait du transport, les aiguilleurs du ciel, n'est-ce pas, utilisent vos prévisions, parce qu'il y en a qui ont la phobie du voyage pendant les saisons de pluie, par exemple. Exactement. Oui, il y a des ouragans, il y a des précipitations abondantes. Vous rassurez les gens que vos prévisions sont prises en compte pour que la sécurité au niveau de l'aviation civile se fasse. On a encore moins de 5 Merci minutes. pour cette très belle question. D'accord. Merci pour cette très belle question. Ça m'amène d'ailleurs à indiquer que c'est à travers l'aviation que la météorologie entre dans les transports. Parce que certains, c'est vrai qu'avec la communication proactive et dynamique du ministre Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibert, on ne demande plus où se trouve la météo. On sait où se trouve la météo, mais le devoir de mémoire, il exige, c'est par l'aviation civile que la météo s'introduit au transport, avant de se généraliser donc dans tous les autres secteurs. Alors, vous constatez qu'il y a très peu d'accidents aériens dans notre paysage. Très peu d'accidents, ça veut dire que la météo fait son travail. Et vous savez que l'avion, que ce soit dans les opérations au sol, que ce soit pendant le vol, que ce soit à l'atterrissage et au décollage, a besoin des informations météorologiques. Parce que ces informations impactent directement la sécurité de la navigation aérienne. Les vents, n'est-ce pas, en fonction de leur direction et de leur intensité, n'est-ce pas, peuvent susciter une certaine attitude de l'aéronef et des consignes bien précises. Sinon, c'est la catastrophe. Je dois dire que c'est le domaine de la météorologie qui est le plus pointu. Parce que en cas de crash, vous savez très bien que la probabilité de vivre est très très faible, disons pratiquement nulle. Donc l'assistance météorologique à travers la SECNA, dans notre contexte, à la sécurité de la navigation aérienne, est un exemple d'ailleurs qui permet, pour lequel s'inspirent les autres secteurs d'activité, notamment la navigation maritime, où le ministre accorde également un grand intérêt, parce que je dois vous préciser que le ministère des Transports a signé 2 conventions majeures, une avec le port en eau profonde de Kribi, n'est-ce pas, et l'autre avec le port autonome de Douala pour l'assistance météorologique à la sécurité du transport maritime. Et maintenant, tous les autres secteurs, vous avez parlé de l'agriculture, nous avons des bulletins agrométéorologiques d'assistance à l'agriculture, nous avons même au-delà de l'agriculture l'élevage, n'est-ce pas, qui est également un pan de l'agriculture important de notre pays, où nous renseignons sur les prévisions météorologiques, parce que le bétail subit les méfaits du dérèglement climatique comme vous et moi, Serge, avec des conséquences sur les marchés et le panier de la ménagère. Permettez-moi de vous poser une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps et l'une des plus importantes également, il est question de réchauffement climatique. Comment est-ce que le service de Météo Cameroun peut-il s'adapter donc au réchauffement climatique? Est-ce que nous avons les outils qui nous permettent d'évaluer l'impact qu'aura le réchauffement climatique chez nous? Exactement, il y a des outils qui permettent de le faire. Comme je vous l'ai dit déjà, lorsque vous avez une mémoire du temps, c'est-à-dire que la banque de données numérique moderne que le ministère a mise en place permet d'apprécier l'évolution du temps et donc de pouvoir dire, n'est-ce pas, si le changement climatique est effectif ou pas. Ouais. Parce qu'il faut comprendre qu'en météorologie, il y a ce qu'on appelle les normales. Les normales en météorologie, c'est sur 30 ans. Où on a le comportement, n'est-ce pas, ou la tendance normale du climat, n'est-ce pas, dans un lieu géographique donné. Maintenant, on apprécie dans les 30 années qui suivent comment ces variables-là se sont comportées, n'est-ce pas, et on peut mieux appréhender le temps et
mettre donc en place le dispositif d'adaptation conséquent. Et en matière d'adaptation, la première chose déjà, c'est la connexion aux prévisions météorologiques, parce qu'on va mieux s'adapter lorsqu'on a l'information, et pas simplement l'information, mais l'information de qualité, n'est-ce pas, qui soit fiable, qui soit justement à prendre en considération, sans imaginer se perdre, pour que des dispositions, n'est-ce pas, soient prises. Maintenant, nous travaillons avec d'autres administrations. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'Observatoire national du risque, n'est-ce pas, qui permet d'agir davantage sur le terrain. Vous avez l'Observatoire national sur l'adaptation au changement climatique, n'est-ce pas, qui est spécialisé sur les questions d'adaptation, n'est-ce pas, à ces variations climatiques. Donc, il y a d'autres acteurs institutionnels que le président de la République a créés, n'est-ce pas, pour que sur le plan opérationnel, que des actions d'adaptation soient adoptées pour mettre à l'abri les populations et les biens. Parce que dites-vous bien que avec les phénomènes météorologiques extrêmes qui s'intensifient, n'est-ce pas, il est démontré aujourd'hui que tous les pays qui ne vont pas...